Vous écoutez Parlons Livre Photo, le podcast qui donne la parole aux photographes qui ont édité ou auto-édité un livre photo. Peux-tu te présenter ? Je suis Valentina. Je suis Éric Bouvet, William Lamblay. À travers leurs ouvrages, nous vous emmenons au cœur de leur passion. Nous parlons de photographie animalière, humaniste, d'art et bien d'autres thématiques. Nous vous plongeons dans les récits de photographes passionnés. Ensemble, nous découvrons leur travail, leur démarche et leur message. La photo a toujours été une bonne excuse pour aller rencontrer des gens. Passer 24 heures non-stop avec quelqu'un, ça permet aussi de vraiment rentrer dans l'intimité de la personne et dans sa vie. Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à toucher, à émouvoir. Un territoire qui est de plus en plus menacé par différentes pollutions. Il y a une pression humaine très forte. Retrouvez Julien Gérard tous les premiers lundis du mois pour un nouvel épisode. Quel est le titre de ton livre ? Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo, prise 2. Petit problème technique avec l'enregistreur tout neuf ce matin. Aujourd'hui, c'est plutôt confortable pour enregistrer. Je suis à Nice, à domicile, et c'est mon invité qui se déplace. Ça me change de mes enregistrements au Niger, à Bamako, à Paris, et j'en passe. Bonjour Jean-Raphaël Drahi. Salut Julien Gérard. Adjudant-chef, emblématique adjudant-chef, comme je l'ai lu ce matin dans un article de presse qui parlait de toi. Oui, un vieil article de presse, ex-adjudant-chef maintenant. Tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure. Avant de faire ton interview, de nous dire qui tu es, je voulais juste savoir si tu avais écouté le podcast qui vient d'être diffusé à l'heure où on enregistre aujourd'hui, il y a à peu près 4 jours. Non, pas encore. Tu connais au moins le photographe. Alors attends, c'était qui déjà ? C'était José Nicolas. Ah, c'était José, oui. Alors, je connais très bien José. Et donc, je suis désolé, je ne l'ai pas encore écouté, puisqu'on travaillait tous les deux, Julien. On avait des choses à faire ensemble. Oui, on va vous en parler tout à l'heure. Et oui, José, on se connaît depuis pas mal de temps. Et je l'ai revu d'ailleurs à la fin de l'année lors d'un vernissage, enfin d'une signature de livre. Et j'étais à sa galerie. Voilà, c'est un photographe emblématique, donc je l'écouterai évidemment et je n'ai aucun doute sur le fait que ça soit extrêmement intéressant. Tu as bossé un peu avec lui ou tu le connais juste collègue photographe On a bossé ensemble, on s'est retrouvés sur le terrain à plusieurs moments, donc on s'est croisés pendant une vingtaine d'années, donc on a eu l'occasion de faire j'allais dire les mêmes images. Non, lui, les siennes étaient certainement mieux. Alors les habitués du podcast auront noté cette nouvelle question qui désormais introduira chaque épisode et qui nous permet. Alors c'est une question piège effectivement pour voir si l'invité s'intéresse un peu à ce que je fais et pourquoi et s'il sait mais lui-même pourquoi il est là dans le podcast. Non mais surtout en fait c'est pour faire du référencement sur Google parce que ça va me permettre de faire un lien sur l'épisode du mois dernier. Bien vu. Donc Jean-Raphaël, tu étais militaire, photographe militaire, tu as bossé au CIRPA. Oui, alors j'étais effectivement militaire, on reviendra là-dessus, au service d'information et de relations publiques de l'armée de terre, le CIRPA. On dit CIRPA terre parce qu'il y a le CIRPA air, il y a le CIRPA marine, il y a le CIRPA gendarmerie et il y a le service de com aussi du service de santé des armées. Donc moi j'étais au CIRPA terre et plus particulièrement je travaillais effectivement à Terre Information Magazine, qu'on appelle aussi TIM, ou Termag, et qui est le magazine de l'armée de terre, donc qui est principalement destiné à la com interne, donc pour les militaires de l'armée de terre et d'ailleurs les autres, et qui est depuis quelque temps est revenu en kiosque. Ça s'était arrêté pendant plus d'une dizaine d'années, et là maintenant le magazine est revenu dans les kiosques un petit peu partout en France. Alors j'imagine que tu n'as pas commencé ta vie à l'armée. Non, parce que j'étais trop petit. Voilà, donc on va commencer du début, parce que dans ce podcast, j'aime bien un peu voir quel est le parcours des gens et voir comment ils en sont arrivés à devenir photographe. Donc Jean-Raphaël, 18 ans, il fait quoi ?
Alors, Jean-Raphaël, à 18 ans, il a arrêté l'école parce qu'il n'était pas fan de l'école. Comme bon nombre d'entre nous chez les photographes. Il y a peu de polytechniciens chez les photographes. Quoique j'ai connu un élève de Polytechnique qui était extrêmement doué en photo et qui il passait ses heures perdues et qui a même eu un prix jeune photographe à Paris Match. Donc comme quoi, bon, donc, mais la plupart ne sont pas polytechniciens et en tout cas moi j'en suis l'exemple frappant. Donc pour revenir à ça, j'ai arrêté l'école assez jeune, et d'une parce que c'était pas forcément mon truc, et de deux parce que je savais très exactement ce que je voulais faire. Donc moi j'avais deux passions quand j'étais petit. C'était pas les jeux vidéo parce que ça existait pas ou ça venait juste d'arriver. Mais c'est toujours pas une passion. J'avais deux passions, c'était la photo et l'armée. La photo, j'ai découvert ça. Enfin, par hasard, c'est parce que je lisais beaucoup de livres, j'aimais aussi les images, donc et j'ai eu un premier boîtier pour mon anniversaire, pour mes 7 ans. Donc j'ai commencé à faire de la photo avec des petites pellicules où il y avait 24 photos ou 36, hein, plutôt 24. Et donc j'ai commencé là-dedans. J'ai appris à développer aussi un petit peu plus tard. Et c'était, comme on dit maintenant, c'était un gros kiff. Mais le kiff d'au-dessus, c'était quand même l'armée. Alors moi, je suis d'une famille où il y a quand même pas mal de militaires, donc j'ai un peu baigné là-dedans. Et comme d'ailleurs plein d'autres métiers, quand on baigne dans un milieu, on a tendance quand même à le regarder un peu plus précisément. Et c'était mon truc. Je sentais que c'était fait pour moi de bouger, d'être dehors, de partir à l'aventure. Donc je savais que je voulais être militaire et je savais que j'avais une école très précise que je voulais intégrer, qui s'appelle l'école militaire de haute montagne, le MHM, qui est à Chamonix et qui forme les sous-officiers, donc les cadres qui vont être mutés ensuite dans les bataillons de chasseurs alpins. Et à cette époque, ce qui est plus du tout le cas maintenant, le gros avantage de le MHM pour moi, c'est qu'il fallait être non bachelier. On prenait pas des gens qui savaient compter au-dessus de 10. Donc c'était mon cas. Et en revanche, c'était une école où la sélection au départ était quand même assez importante, et notamment la sélection physique. On était un peu plus de 400 candidats, il y avait 30 places, et donc j'ai quitté l'école, j'avais un peu plus de 16 ans. Je me suis beaucoup entraîné pour préparer le concours de l'école. En parallèle, je faisais pas rien puisque je donnais des cours à partir de 17 ans, je donnais des cours de ski et de plongée sous-marine. Enfin, je faisais beaucoup de plongée et j'ai commencé à donner des cours, enfin, à être head moniteur, etc. Donc j'étais vraiment dans le bain déjà du sport, et je me préparais pour ça. Et donc à 18 ans, j'ai présenté mon concours à l'EMHM et j'ai été reçu. Voilà, donc c'est arrivé comme ça. Et là, à ce moment-là, bon, la photo était plus du tout ma priorité parce que j'avais absolument pas le temps. Il y avait toute la formation qui était quand même très exigeante, qui durait 1 an. Et ensuite, je suis arrivé après mon année de formation à Chamonix. J'ai été muté à Chambéry, au 13e bataillon de chasseurs alpins. Donc c'était un bataillon que j'avais choisi, j'étais tout content d'être là-bas. Et là, quand on est jeune sergent, on est un peu dans le jus, on a 10 hommes sous ses ordres, on part sur le terrain, on s'entraîne beaucoup, on part aussi en opération. Et là, on est un peu, pas dans le rouge tout le temps, mais quand même, on est très très occupé. Mais au bout de quelques années, j'ai commencé à prendre un peu plus souvent un boîtier avec moi pour faire des photos. Donc je reprenais, finalement j'arrivais à me faire un petit peu plaisir là-dessus. Et je me souviens, c'est en 94, je crois, ouais, ça doit être ça, 94, lors d'un séjour au Liban, où j'étais parti pendant 6 mois sous l'égide des Casques Bleus, sous l'égide de l'ONU. On avait la possibilité, on achetait pas mal de choses, on détaxait et tout, on claquait beaucoup d'argent. On n'était pas vieux, donc on en claquait encore plus que d'habitude. Et je me suis racheté un boîtier.
J'avais trouvé un truc qui était plutôt pas mal. Je me suis racheté un boîtier et là, j'avais, même si on était quand même plutôt occupé, mais on avait des périodes de repos et là, j'en profitais pour faire pas mal de photos. Et puis même quand on était en patrouille et tout, au sud Liban, j'ai repris des images et j'ai repris vraiment le goût de la photographie. Bon, et puis les années passent, je continue à faire un petit peu ces images. Je suis muté un petit peu après dans l'est de la France, en Moselle, où là, oui, oui, c'est vrai que je parle un strasbourgeois. Donc j'arrive en Moselle, moi je suis un peu surpris quand même, moi je connaissais pas très bien. Non, en fait, je connaissais pas du tout, donc j'ai découvert les pluies verglaçantes. Je savais même pas que ça existait, alors que je venais quand même de la Savoie. Est-ce Et que tu savais que la Moselle existait avant non. Je savais que c'était dans l'Est, hein, mais enfin, pour moi, Moselle et le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'était à peu près la même chose, hein, c'était l'Allemagne, quoi. Donc, Ils vont apprécier. ils vont apprécier. Bon, après, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres choses. Et donc, j'arrive dans ce nouveau régiment où là, je rentre dans une unité qui est spécialisée dans le renseignement. Et donc, dans le renseignement, il y a de la prise d'image. Donc on a des boîtiers photo, on est plutôt pas mal équipé. Bon, avec la particularité, à l'époque, on était encore en argentique, de développer les images sur le terrain, enfin de développer les pellicules sur le terrain. Donc il faut s'imaginer la Moselle, donc avec des températures qui peuvent être un petit peu négatives, sur le terrain, des fois de l'humidité, des fois de la pluie, et sous une bâche ou sous un blouson, faire chauffer l'eau à température avec un réchaud à gaz, un petit thermomètre, pour la mettre à température pour développer, sortir à l'intérieur du blouson la pellicule, pour pas qu'elle voie la lumière, et ensuite faire tout notre micmac de développement. Donc c'était quand même une sacrée expérience, mais c'était génial. Bon, quand on voit aujourd'hui avec le numérique, le mec qui fait de la photo, c'est envoyé à l'état-major derrière dans la seconde qui suit, c'est quand même autre chose. Et donc, comme on fait de la photo, on a aussi un labo pour développer dans le régiment. Et très vite, moi, je prends la responsabilité de ce labo, et puis de former aussi les gens dans la compagnie, dans cette compagnie, et puis de former aussi les nouveaux sur la partie photographique, puisque c'était quelque chose que je maîtrisais plutôt pas trop mal. Voilà, donc on en est là. Donc là, je commence à vraiment rentrer dans le bain et militaire et photographe, mais dans un domaine un peu particulier. Et puis, les aléas de la politique militaire font leur œuvre, et la compagnie dans laquelle je sers est dissoute. Euh, et là, on me dit, on va te mettre dans une autre compagnie. Bon, moi, les autres compagnies m'intéressaient quand même beaucoup moins. Celle-là, avec vraiment des grosses spécificités, on faisait beaucoup d'hélicoptères, on faisait du renseignement sur le terrain, on était très indépendants, donc j'aimais beaucoup ça. Et moi, je leur dis, en fait, j'aimerais bien aller à la cellule communication du régiment. Je parle beaucoup, la preuve, je fais des grands monologues. La communication m'intéressait, je savais que j'allais faire de la photo, c'était une bonne opportunité, la place se libérait. Donc on m'a fait confiance, on m'a dit ok, vas-y. J'étais plus un jeune sous-officier, mais j'étais pas encore un vieux sous-officier, j'avais 8 ans, 8-9 ans de service. Je crois que j'étais sergent. Oui, j'étais sergent-chef déjà. Enfin, donc j'étais monté d'un galon. Et puis donc je pars à la cellule com, et là, moi je découvre un univers qui me passionne pour plein de raisons. Parce que alors, déjà, je me retrouve sur le terrain et je fais des photos. Comme je m'occupe de la communication du régiment, en fait, je fais plein de choses très différentes. Donc j'ai pas une journée qui se ressemble, et ça c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Je m'ouvre au monde. Je m'ouvre au monde parce qu'en fait, comme dans d'autres métiers aussi, mais c'est très cloisonné. On est dans un univers particulier quand on est dans un régiment en plus. Et
Et là, j'accueille des journalistes civils, je rencontre d'autres personnes à d'autres niveaux, et donc ça me donne une ouverture d'esprit qui, à mon sens, est hyper importante et qui permet de progresser. Donc ça se passe pas trop mal. Mon chef a l'air plutôt content de ce que je fais. Il m'envoie à 2 reprises sur des grosses opérations de communication à l'étranger. Une fois pendant 6 semaines en Égypte sur, à l'époque, une manœuvre qui s'appelait Bright Star, qui était la plus grosse manœuvre internationale au monde. Et donc je suis parti couvrir ça pour le régiment, m'occuper de journalistes et tout, donc c'était top. Et puis au Kosovo, où je pars 5 mois et demi pour couvrir, on est au début du Kosovo, où je couvre les activités, enfin les opérations du régiment, les opérations, et puis pareil, l'arrivée, l'accueil des journalistes. Et un jour, au Kosovo, on me met dans les pattes une équipe de Terre Information Magazine. Donc c'est la com de l'armée de terre, c'est les stars de la com de l'armée de terre. Donc ils arrivent, ils sont plutôt sympas. Il y a un rédacteur, un photographe qui viennent pendant 15 jours, et donc il faut pas balader, qu'il faut emmener à droite et à gauche parce qu'ils ont un cadre précis de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent voir et tout. Moi je trouve ça génial, quoi. Et donc très vite je leur dis prenez-moi, emmenez-moi avec vous, je suis le type le plus sympa de la terre, et puis je vous ferai des cafés et tout, enfin je le touille même, je fais tout ce que vous voulez, presque tout. Et ils me disent écoute, alors moi je leur montre mes photos, bref, ils me disent écoute, viens à Paris, amène-nous ton book, et puis demande ta mutation, et puis on verra, déjà on va voir ton book, quoi. Bon, alors là, je me mets un peu la pression, donc repart, bien évidemment. Il se passe quelques mois, je pose une permission, je vais à Paris, j'amène un book pourri. Enfin, à mon sens, moi, quelques années plus tard, si un mec m'avait amené ça au magazine, j'aurais dit non, attends, t'es gentil, tu vas Je voir. crois qu'on a tous fait ça, en fait, Ah ouais. présenter un book pourri. Ah ouais, non, mais moi, je vois un type qui m'aurait amené ça, j'aurais dit, écoute, tu vas revoir ta copie, quoi. Enfin, on va reprendre un peu les choses à la base. La règle des tiers, ça te parle? Non, mais Les règles, c'est fait pour être ouais, contourné. non, de toute façon, moi je supporte pas cette idée où le type se fait assassiner s'il fait pas ça avec des tirs. Alors, en plus, moi j'ai tendance à beaucoup pencher mes images. C'était ma touche. Bon, bref. Et donc je leur amène le book, on discute, et ils me disent ok, fais ta demande de mutation. Et résultat, ça marche. Donc en 2001, à l'été 2001, je suis muté à Terre Information Magazine, donc je pars à Paris. Je suis pas dépaysé, je suis parisien, moi, donc je reviens à la... Ouh. Je le vis très bien. En plus, PSG est en tête du championnat, donc tout va bien. Et donc j'arrive à Paris, j'arrive au ministère, dans un monde complètement différent dans lequel je vivais auparavant. Il faut savoir, donc je suis au ministère de la Défense, qui ça s'appelait le ministère de la Défense avant de s'appeler le ministère des Armées. Je dépends, nous le CIRPATER, on dépend directement du chef d'état-major de l'armée de terre. Quand j'étais en régiment, quand on voyait un général 2 étoiles, c'était à peu près une fois tous les 4-5 mois, et on avait passé le balai sur la place d'Armes pendant une semaine avant qu'il arrive, quoi. Là, moi je me souviens, le premier jour où j'arrive à la cantine du ministère, je passe avec mon plateau, j'ai un général 4 étoiles à ma droite, j'ai un général 2 étoiles à ma gauche, qui sont en plateau tout comme moi, qui poussent leur truc. Je me dis, putain, où je suis, quoi. Où je suis. En plus, au début, je salue tout le monde. Alors très vite, on me dit, non mais arrête, hein, parce que sinon tu vas faire que ça toute la journée. Ici, il y a des dizaines et centaines de commandants, colonels et des généraux, il y en a pléthore, donc arrête tout de suite. Bon, je suis dans un monde un peu différent, mais ça me plaît. Et je rentre au magazine, et donc je rentre dans le bain. À l'époque, on était encore en argentique. C'est important d'être souligné parce que quand on est... alors, ça faisait très longtemps déjà que je faisais de la photo, mais ça faisait pas longtemps que je faisais de la photo. Enfin, c'était mon activité principale. Et j'estimais que même en étant au régiment, j'étais communicant, je faisais de la photographie, mais j'étais pas encore à 100% dedans. Là, j'arrive à Terre Information Magazine, à Team. Mon job, c'est d'être photographe. Donc, pour moi, je suis là, à ce moment-là, photographe professionnel. Bon, je me suis toujours revendiqué comme militaire, et ma spécialité, c'est bien photographe. Je suis militaire avant tout. Mais voilà, là, mon job, c'est d'être photographe.
Et donc, le clic de pression, il se multiplie par 10. Et je me souviens très bien je me souviens à peu près de tous mes reportages, mais mes 2 premiers reportages, le le tout premier, mais qui a été diffusé en deuxième, je vais voir un championnat du monde d'enduro, je sais plus où en France, avec dedans des pilotes qui sont dans l'équipe de France militaire, mais aussi dans l'équipe de France civile. Je me dis, c'est des motos, ça saute, ça fait du bruit, ça va très vite. J'ai jamais fait de photo de moto de ma vie. J'ai dépensé une blinde à m'acheter des magazines de bécane, de trail et tout, pour voir justement comment ils faisaient leurs photos, comment ils cadraient et tout. Donc je m'étais mis une pression mais hallucinante. Euh, et, euh, et parce que là, en fait, on peut pas regarder sur l'écran savoir si la photo était bonne, quoi. Et Ouais, mais toi, tu sais développer sous ta veste. oui, je sais développer sous ma veste. Mais là, alors nous, le process en plus, c'était super particulier au magazine. Mais, et en plus, au magazine, on m'a très vite dit, euh, ici, le principe, le tarif, c'est tu pars 24 heures, tu vas faire un sujet, tu vas ramener 1 à 2 pellicules, vraiment au maximum. Donc tu vas ramener 72 photos, pas plus, sur 24 à 48 heures de reportage. Allez, 48 heures, c'est 72 photos. Voilà. Donc on rafale pas comme des malades. Parce que sinon on se faisait démonter la tête. Pour la petite histoire, un jour je pars, c'était quelques mois plus tard, de nouveau sur Bright Star en Égypte, pour faire mon premier 12 pages dans le magazine. J'avais pas encore fait la couve, je me mettais la pression, je m'étais dit, je suis arrivé au mois de juillet, je veux faire la couve avant la fin de l'année. Et il y avait d'autres photographes qui étaient très très bons. Mais je parle là sur cette manœuvre en disant de toute façon, et puis on me dit c'est les 12 pages, donc normalement c'est sur ces 12 pages qu'on extrait la couve pour le magazine. Donc je me mets une pression de fou, il y avait de quoi faire en photo, hein, donc je me suis vraiment fait plaisir. Mais je pars 15 jours, 15 jours. Je ramène 30 pellicules. Ça veut dire que sur une manœuvre où il y a à peu près 70 000 personnes sur le terrain, des avions, des bateaux, des chars, du désert, de la mer, des trucs, des tirs dans tous les sens, des hélicoptères, bref, où il y a vraiment de quoi faire en images, je pars 15 jours, je fais 72 photos par jour. Sur une manœuvre comme ça, je fais 72 photos par jour. Je reviens donc avec mes 30 pellicules, je me suis fait défoncer. Alors qu'aujourd'hui, ça fait sourire. Bah ouais, non mais je me suis fait défoncer. Ils m'ont dit, mais attends, mais tu te prends pour qui, quoi? T'as vu, tu ramènes 30 pellicules. Je dis, mais attendez, mais je suis parti 15 jours, j'ai fait 2 pellicules par jour. J'ai fait 72 photos par jour. Il m'a dit, mais attends, il va falloir que t'arrêtes de rafaler, quoi. Bon, c'était une bonne école, hein. Alors, en plus, alors je fais la couve, donc je fais ma première couve et je paye le champagne à ce moment-là. Et mais en plus au début on dit ouais, enfin on a vu les photos, c'est pas terrible, ils sont pas contents. Alors là j'étais en pleine dépression, je me voyais déjà muté en Moselle, au pire à Strasbourg. Hein. Mais et en fait ils m'ont dit ah non en fait on a eu un problème au développement, ça va, tu vas faire la couve. Bon, et pour revenir, je fais c'était une petite. On revient à la moto. Donc la moto, ça c'est mon premier reportage. J'ai pas encore mes péloges développés et je pars dans la foulée sur celui qui va être diffusé en premier dans le magazine. Donc j'ai une pression de fou. Je pars avec la journaliste pour le plan Stataire. Alors ça parle à personne. Le plan Stataire, c'était donc en 2001. C'était le plan militaire pour la garde des sites qui stockaient les euros avant la diffusion. Donc il y avait tout un déploiement de milliers de militaires en France sur des sites gardés secrets dans lesquels les euros étaient stockés. Et j'arrive, je sais plus, dans l'est de la France, un truc bien paumé. La Moselle. C'est possible. On va pas faire un truc sur la Moselle tout le long du... Alors pour les auditeurs, Alsace-Moselle, c'est un peu la même guerre que Bretagne-Normandie, en fait. Ah ouais, c'est un Sauf truc, que la Moselle, c'est pire. c'est un truc de fou. Et j'arrive sur ce site et là, je vois un grand hangar, 2 militaires devant. Et je dis, bon, alors est-ce qu'il serait possible de voir, avec la porte ouverte, avec les caisses, où les cartons sont stockés les euros? Ah non. Bon, alors je vais prendre les militaires avec la barrière, enfin les barbelés, le hangar derrière. Ah ben non plus. Il faut pas de photo du hangar. Et là, je dis, mais je vais faire quoi en photo? Donc c'était la grosse panique. J'avais 2 pages à sortir, donc 2 à 3 photos.
Et donc, en fait, il y avait un vieux wagon pourri qui traînait à côté, qui avait notamment amené une partie des caisses. Je l'ai mis devant, mais enfin bon, voilà, c'était une grosse, grosse pression. Bon, mais puis finalement, ça s'est bien passé, puis ça s'est tellement bien passé, bon, on en reparlera si tu veux, ben, au bout du compte, quand j'ai quitté l'institution en 2021, donc 21 ans plus tard, j'étais devenu le plus vieux communicant des armées à être resté sur un poste sans bouger. Voilà, je suis resté 20 ans, 20 ans. Alors sur un poste, j'ai pas fait que photographe, on pourra y venir après. Mais voilà, j'étais devenu le dinosaure de la com, alors que j'étais rentré tout jeune et en étant persuadé de me Tous faire ces virer. articles que l'on peut trouver sur Internet. Oui, bah oui, mais en fait, il y a des gens qui me disaient ouais, mais on connecte toi, on te voit partout et tout. Mais je dis c'est pas. Alors déjà, il y a eu plein d'autres gens qui sont passés aussi pendant ces années, des gens qui étaient plutôt talentueux. Mais c'est surtout que moi, je suis resté tout le temps, quoi. J'étais là très longtemps, donc effectivement, les gens au bout d'un moment connaissaient ma tête et mon nom parce que ils m'ont vu. Et puis notamment pour beaucoup de militaires et de cadres et chez les chefs. Moi, il y a plein de chefs que j'ai connus, que j'ai connus tout jeune. J'en ai connu certains en sortant de Saint-Cyr, qui sortaient de Saint-Cyr comme jeune officier, et que j'ai revu colonel, chef de corps. Enfin voilà, je les ai suivis pendant toute leur Ça carrière. aide, j'imagine, pour faire des photos quand tu connais bien les gradés, parce que ça Beaucoup. doit pas être toujours très simple de les aborder. Oui. Alors, en fait, il y a deux choses qui aident. Ça aide parce que c'est plus simple, effectivement, quand on arrive et que alors, on tape pas sur l'épaule du chef de corps du régiment, mais les gens autour sentent qu'on se connaît très bien, qu'on s'apprécie et tout. Donc, les types derrière voilà, ne bronchent pas et font en sorte que les photos se passent bien parce qu'ils savent que je m'entends bien avec leur chef. Et puis, ça permet d'ouvrir des portes, ça c'est évident. Évident. Après, ce qui aidait aussi, c'est que Terre Magazine, c'est donc on dépend du chef d'état-major de l'armée de terre. Donc les quelques fois où j'ai eu des gens un petit peu réfractaires, souvent dans des grands chefs, hein, qui me disaient ouais non mais moi de toute façon la com je m'en fous, le reportage je m'en fous. Je dis bah écoutez. Appelez le chef d'état-major de l'armée de terre et puis vous lui dites que en fait ce qu'il a validé en reportage ça vous intéresse pas, voilà, n'hésitez pas, hein. Moi je rentre à la maison, je reprends le train, c'est pas un souci, quoi. Bon, et ça s'est arrêté assez vite après, donc mais voilà. Et puis après effectivement ce qui aide aussi, c'est au bout d'un moment, un certain nombre d'années, quand on a cette expérience des hommes du terrain et des unités, qu'on les connaît, c'est plus facile pour travailler parce qu'on est à l'aise à peu près partout et ça c'est top, quoi. Ouais, parce que j'allais te poser la question, mais le photographe dans l'armée, c'est pas un peu un emmerdeur quand même? Parce que les mecs qui sont quand même en train de jouer leur vie sur des terrains, j'imagine, et toi tu viens de faire... Fais-moi un petit sourire. Oui, Pause. c'est un énorme emmerdeur et il faut absolument pas se faire d'illusions. Le photographe militaire, donc dans son intitulé, qui est un communicant, c'est pas un journaliste. Il fait exactement le même travail, hein, que ce soit en rédactionnel comme en photo, il fait exactement le même travail qu'un journaliste, mais c'est pas du tout, c'est un communicant. Et sauf que quand on arrive sur le terrain, c'est tiens, voilà les journalistes, voilà les journaleux. Ouais, fait chier, on a autre chose à faire et tout. Donc, au même titre que mes camarades civils, je devais expliquer ce que je faisais là. Alors que moi, en plus, j'étais là pour vendre la soupe. J'étais là pour valoriser leur boulot. Et la plupart du temps, c'était compliqué. Alors j'avais quelques subterfuges pour que ça passe mieux. Bon, voilà, ma tête, mes cheveux courts et ma tronche de tueur. On se disait bon, lui c'est pas trop un petit jeune. Et puis suivant les unités où j'allais. En fait, comme ça tourne un petit peu, pas en rond, mais au gré des mutations, on revient sur des trucs, je tombais toujours sur quelqu'un qui connaissait quelqu'un que je connaissais. Donc je débridais tout de suite le truc en disant « Ah ouais, mais tu viens de là, mais alors tu connais machin et tout. » Ouais, parce que moi j'étais avec lui en opération. Et là, tout de suite, les gens se détendaient. En fait, ils se disaient « Ah, il est du club. » En fait, il a été en régiment, il a été en opération. C'est pas le type qui a fait de la photo toute sa vie et qui a jamais été sur le terrain et qui découvre les opérations. Et c'était le moyen le plus efficace pour détendre l'atmosphère. Mais même comme ça, enfin, moi j'ai eu
Un jour en Afghanistan, on partait sur une opération qui était, qui allait forcément être dure, puisqu'on savait que de toute façon on allait rencontrer de la résistance en face. Et donc la veille, les gens font le plan d'opération et tout, et moi donc je demande à être dans l'unité de tête, pas pour forcément aller chercher la bagarre, mais parce que c'était là où je savais que ça allait être intéressant. Et puis ils étaient avec des véhicules assez récents et tout, donc je voulais être avec eux. Alors bon, déjà au début, ils me disent ouais, enfin bon, voilà, ça va être dangereux. En gros, traduction, on n'a pas besoin d'un boulet, quoi, parce que déjà que ça va être un peu tendu, c'est pas la peine qu'on se ramasse un type avec un appareil photo en plus, quoi. Bon, je m'entends bien avec le chef de section, un vieux lieutenant, un type qui avait beaucoup d'expérience et qui dit non, c'est bon, on le prend, vous inquiétez pas. On m'a demandé à plusieurs reprises si je me sentais pour y aller, hein. Bon, bref, bon, évidemment, ça m'énervait un peu, mais bon, j'aurais dit oui, oui, c'est bon, je me sens. Bon, et on y va. Bref, effectivement, ça frite, hein. Il y a un blessé, il n'y a pas eu de mort ce jour-là, mais on a été pas mal pris à partie au cours de la journée, enfin pendant une grosse partie de la journée d'ailleurs. Bon, et je fais mes photos, l'article sort plus tard, et ces photos donnent lieu à une exposition. Et sur cette exposition, qui était à Perpignan, à l'occasion de Visa pour l'image, je fais venir un des mecs qui est sur la photo. C'était une photo où un type, bon, voilà, on était à fond, on était en train de se faire tirer dessus et tout. Et je le fais venir. Et ce mec-là, au début, avec qui j'étais, c'était le chef de groupe, le sergent. Il voulait, lui, je sentais vraiment que ça l'emmerdait que je sois là, quoi. Vraiment, ça le gonflait, quoi. Enfin voilà, pour lui, c'était, j'ai un boulet, quoi. Bon. Et finalement, on s'entend parce que ça se passe bien pendant l'opération et tout. Et je le fais venir sur l'exposition parce que je trouvais ça hyper intéressant. Certes, le public aime bien me parler avec le photographe parce qu'ils ont le contexte de l'image et ça, c'est toujours, je trouve que c'est toujours sympa. Mais d'avoir le contexte de l'image et l'acteur sur l'image qui peut parler de ce moment-là parce que c'était un moment hyper intense, je trouvais ça chouette. Donc quand les gens venaient me parler, au bout de quelques minutes, je leur disais, bah, bon, écoutez, oui, je comprends que ce soit très intéressant ce que je vous raconte, mais le type qui est sur la photo, c'est le mec qui est là-bas. Ah bon, le mec, c'était un peu une grosse brutasse, c'était un biker et tout. Bon, c'est pas forcément le mec avec qui on allait tout de suite vers lui, on avait peut-être peur de se prendre une grosse claque, mais c'est un type d'une gentillesse incroyable, on est toujours en contact. Et j'en disais, mais allez discuter avec lui. Et puis ça marchait très bien. Et puis lui qui au début était un petit peu à l'écart, enfin un petit peu en retrait, après aller chercher les gens, raconter son truc et tout. Non mais il adorait ça, quoi. Bon, et puis les gens n'osaient plus partir quand il commençait à parler. Et à la fin de l'expo, de quelques jours, il est venu me voir et il me dit, vous savez, moi Jean-Chef, en fait j'ai compris à quoi vous servez. Parce qu'en fait, grâce à vous, je peux raconter ce que je fais. J'ai dit, bah voilà, tu vois, il t'a fallu un peu de temps quand même, mais bah t'as compris. T'as compris pourquoi je faisais ça, pourquoi j'étais sur le terrain, pourquoi j'étais là, c'est pour vendre ton truc à toi, quoi. C'est pour vendre ce que tu fais. Et c'est pas trop tôt que tu comprennes. Mais et ça, enfin moi, c'est un des plus beaux compliments que j'ai eu dans ces 20 ans à Terre Magazine. C'était génial. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement, c'est toujours compliqué. Il faut faire œuvre de pédagogie avec les gens sur le terrain, mais c'est le cas souvent avec les journalistes civils, quoi qu'ils font des fois peut-être même un peu plus attention aux journalistes civils. Mais pour les journalistes militaires, ouais, c'est des fois ouais, c'est assez compliqué. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Donc tu disais tout à l'heure, t'es militaire avant tout. Oui. T'es photographe. Donc bon, les photographes savent combien pèse un sac photo. Et en plus, t'as tout l'attirail de militaire. T'es armé aussi, je crois, sur le terrain. Oui, alors bah, en fait, armé par la force des choses, tout simplement parce que en fait, on est communicant et qu'on est militaire et qu'on est en treillis. Donc de ce fait, alors même si un journaliste civil, il est lui aussi une cible évidemment, mais voilà, on revient bien sur le postulat de départ. Je suis militaire et ma spécialité c'est photographe. Concrètement, en traduction, sur le terrain, on est en train de se faire tirer dessus. J'ai un gars qui est touché à côté de moi. Mon premier réflexe, ça va être de prendre mon arme pour protéger la personne, tirer, l'extraire de la zone dangereuse, et puis après je fais des photos. Le journaliste civil, lui, de toute façon, n'est pas armé, il va faire ses photos et il est totalement dans son rôle. Après, moi, il y a plein de moments où ça tirait dans tous les sens, où
mon rôle de militaire n'avait pas de sens, enfin que je prenne mon arme ou pas, ça n'aurait rien changé. Et ma priorité, c'est bien de faire des photos. Mais si tout d'un coup, ma vie ou celle de quelqu'un autour de moi est en danger et que seule mon intervention peut faire quelque chose, oui, là, je prenais mon arme. Mais en 20 ans de reportage, sur ces 20 ans, il y a eu peut-être allez, on va dire une quinzaine de fois, une quinzaine de reportages où c'était vraiment dangereux, où ça a pu, où ça a un peu, où beaucoup tiré. Et notamment, moi, je suis allé 11 fois en Afghanistan. Sur ces 11 fois en Afghanistan, il y a quand même eu 3-4 reportages où je partais 15 jours, 3 semaines, où on se faisait tirer dessus pratiquement tout le temps. Dans tout ce temps-là, et en Afrique, à Haïti, en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout, j'ai utilisé 2 fois mon arme. C'était 2 fois en Afghanistan et c'était 2 fois en 48 heures. Et donc en 2010, notamment quand j'ai fait la photo du gars dont je parlais, qui est venu sur l'expo après. Alors que l'année d'après, en 2011, je suis reparti en Afghanistan. C'était l'enfer. Il y avait énormément de blessés et de morts. Ça tirait tous les jours. Je n'ai jamais utilisé mon arme. Mais je suis bien militaire. Donc de ce fait, j'ai une arme. J'ai un gilet pare-balles, j'ai un casque lourd, donc ça les journalistes l'ont aussi, mais dans mon sac, j'ai mon sac 24 heures, j'ai donc l'eau, j'ai la bouffe, hein, puisque bien évidemment je suis autonome, hein, c'est pas les autres qui portent mon sac, j'ai mon arme, j'ai mes munitions, j'ai mon matériel photo, alors j'ai qu'un boîtier sur moi, le deuxième je le laisse dans le sac plutôt en spare. J'ai un 24-70, un 70-200, j'ai des batteries à plus savoir qu'en faire. Résultat des comptes, moi en Afghanistan, je me suis pesé, et encore par rapport à plein d'autres militaires, j'étais entre guillemets en light, j'étais à plus 42 kilos. Donc je portais 42 kilos. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. On grossit pas. On peut faire kebab frites tous les jours, c'est pas un souci, on grossit pas. C'est quoi, normalement, moi, quand j'étais ambulancier, on nous avait dit ne jamais porter plus de la moitié de son poids. Ouais, bah là, Autant dire qu'on le faisait jamais. Ouais, bah ouais, non, mais bien sûr. Non, là, moi, j'étais avec des types qui, tous les jours, portaient entre 45 et 50 kilos. Ouais, ça doit pas être simple. À 2500, 3000 mètres d'altitude, par 40 degrés, avec des mecs qui leur tirent dessus. Voilà, on n'est plus dans le même contexte, là. On va venir sur, tu faisais allusion tout à l'heure que tu n'as pas fait que de la photo, on va y venir, mais avant, alors moi à titre perso, quand j'ai fêté mes 40 ans, c'était quand même bien naze, c'était en 2020, on était confinés, je crois que tes 40 ans étaient assez sympas aussi. Et ben c'est avec avec ce fameux gars quand j'ai fait la photo, c'est Jaja. Alors pour l'anecdote, effectivement, on était en septembre 2010. Je devais partir en Afghanistan, c'était prévu, mais l'anniversaire, c'était bon. Je partais vraiment toute fin septembre, le 28 ou le 29. Et puis finalement, mon anniversaire a été avancé, donc mon ex-femme était très contente puisqu'elle avait organisé l'anniversaire avec des gens qui venaient d'un peu partout en France. Et au dernier moment, elle a tout annulé. Et donc je suis parti en Afghanistan. Bon, moi en Afghanistan, j'étais content, j'étais sur le terrain. Et donc on part pour cette opération qui a été très très dure. Et je me souviens, donc on quitte le camp pendant la nuit pour se prépositionner quelques kilomètres avant de rentrer dans la zone où on savait que les talibans attendaient. On se positionne et puis il devait être, je sais pas, sur les coups de 11h, minuit. Et là, on dort quelques heures et on devait partir vers 5h du matin. Et donc, à 5h du matin, le premier truc, c'est un vieil adjudant-chef ou major là, qui ouvre la porte, avec qui je m'entendais très bien, et qui me prend comme ça, qui me donne un coup de casque et qui me fait un bisou et qui fait hey, bon anniversaire. Bon, voilà. Je dis c'est super bon. Alors moi j'adore ce moment parce que je trouve moi je suis pas un fou des anniversaires, mais voilà, mes 40 ans c'était totalement mythique. Sauf que bon, effectivement, quand ça a commencé vraiment à tirer, je me souviens, je raconte souvent où j'étais derrière un tas de cailloux, faire des photos sur le côté, là, des types qui étaient à côté de moi, et ça tirait quand même beaucoup. Et je me suis dit,
quand même, putain, tu vas pas mourir aujourd'hui, quoi. Enfin, pas le jour de tes 40 ans. Enfin, fais ça demain, après-demain, mais pas là, quoi. Ça serait naze. Donc je mettais un peu plus de cailloux devant moi, comme si ça allait me protéger. Enfin, n'importe quoi. Mais bon, donc ouais, je me souviens bien de mes 40 ans. Ouais. Ça reste, en fait, ça reste un super souvenir. Et puis parce qu'en plus, bah voilà, il y a eu des moments forts et puis des vrais moments d'amitié avec les gens avec qui je suis toujours resté en contact. Voilà, des années plus tard. Donc pas que photographe. Non, pas que photographe, puisque au bout de 12-13 ans, le service, donc dans le magazine, en fait, il y avait une équipe de rédacteurs, le journaliste, des gens qui écrivaient, donc qui étaient des officiers qui avaient fait des études, qui étaient donc officiers sous contrat. C'était pas des gens qui avaient fait Saint-Cyr, ils étaient officiers sous contrat, ils signaient des contrats de 5 et plus ensuite, donc qui étaient des gens qui avaient fait des études supérieures dans le domaine de la communication, du journalisme, et puis les photographes. Donc nous, on venait tous de régiments, d'unités, on était soit militaires durant, soit sous-officiers, on est monté jusqu'à 4-5 photographes au magazine, et puis en 2012 à peu près, 2012-2013, on n'était plus que 2. Et puis ils décident de dissoudre la partie photographique puisqu'on avait des centres en région qui avaient été développés, des annexes du CIRPATER dans lesquels il y avait des caméramans, des photographes. Et donc il avait été décidé que les journalistes communicants partiraient de Paris, se rejoindraient avec le photographe et le caméraman, c'était souvent à 3, mais au moins à 2 avec le photographe, et puis ils partiraient en reportage. Donc ils ont décidé de dissoudre la cellule photo. Et là, mon chef me dit, bon écoute, Jean-Raph, ça serait bien que tu restes comme journaliste. Et là, Alors je rappelle que t'aimais pas l'école. alors que j'aimais pas. Non mais moi, déjà je leur ai dit, bah non. En fait, je vous rappelle que j'ai même pas le bac français, quoi. Donc je sais pas écrire et à peine lire, donc ça va pas être possible. Et puis de toute façon, moi je vous rappelle que je suis photographe et que je suis passionné de photo et que ma photo c'est toute la vie et que jamais vous m'empêcherez de faire la photo. Bon, et ils m'ont dit non mais en fait t'es là depuis tellement longtemps, tu connais l'armée de terre par cœur et tout, ça serait bien que tu restes, c'est pouvoir faire bénéficier de ton expérience aussi aux plus jeunes rédacteurs. Et j'étais un peu borné, ça a duré une quinzaine de jours pendant lesquels ils ont insisté en disant faut que tu restes, faut que tu restes, faut que tu restes. Et là je leur ai dit bah en fait au bout d'un mois j'ai fait un peu ma danseuse, je me faisais un peu prier et tout. Il était loin le temps où c'est moi qui venais quémander pour partir à Inter Magazine. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que je reste? Bon. Et non, et je leur ai dit plus sérieusement, je leur ai dit ok, moi je reste, mais en fait à 2 conditions. Je veux bien devenir rédacteur, journaliste, mais déjà il va falloir me former parce que bah, j'ai aucune formation. Alors certes, je connais bien le magazine, je connais je vois l'écriture, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc ça m'est pas totalement étranger, mais enfin il y a forcément des techniques rédactionnelles que je connais pas, donc je veux être blindé de formation. Et la deuxième condition, non négociable aussi, c'était je veux rester photographe. Là, ils m'ont dit, mais oui, mais en fait, ça n'existe pas, un photographe, rédacteur. Déjà, tu vas être rédacteur sous-officier, c'était arrivé une fois dans les armées avant, une seule fois. Mais j'ai dit, bah, c'est pas grave, on va créer le poste. Et donc, je suis devenu le premier photographe rédacteur des armées, pas uniquement de l'armée de terre, et donc sous-officier. Je suis très content. Alors, c'est une fierté, certainement un petit peu. Il faut toujours un peu d'ego, mais c'est surtout que j'ai réussi à pérenniser ce poste. Et donc, le jour où j'ai quitté l'armée, il y a un camarade qui m'a remplacé sous-officier, qui était un super photographe et qui est devenu un très bon rédacteur. Et donc, je suis resté. Ça a été passionnant, très compliqué au début, hein, parce que c'est comme le coup de la photo avec la pellicule qu'il fallait développer. Bah là, c'était la page blanche et les premiers textes à écrire et tout. Donc c'était un peu. Comment marche ce stylo? Comment marche ce stylo? Comment on arrive à écrire un article? Et j'ai adoré ça. Et à tel point qu'en fait, je n'aurais pas pu partir dans un autre service finalement où je n'aurais fait entre guillemets que de la photo. J'aimais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette partie de ma carrière, c'était que quand je partais en reportage, j'étais totalement indépendant et autonome, et donc ce qui fait que si c'était bien, c'était moi qui m'étais bien débrouillé. Si c'était pourri, c'était uniquement de ma faute. Et c'était de la faute de personne d'autre. Alors après, il y a le contexte du reportage qui fait que ça peut rater et tout. Mais voilà, je fournissais texte et photos.
Donc à moi de faire en sorte que ça soit bien. Et ça, j'ai trouvé ça top. Et j'avais finalement la main de bout en bout. J'organisais mon reportage, je faisais mon reportage, j'écrivais, je sélectionnais mes photos. Alors après, il y a tout le cycle, la rédaction en chef qui choisit et tout. Mais voilà, j'avais toute cette chaîne en fait que je suivais de A à Z. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai découvert le plaisir, le plaisir de l'écriture. Alors des fois un peu seul sur le terrain. Avant, on était en binôme, c'est toujours plus facile parce qu'en fait, on pouvait s'échanger des idées, on pouvait rebondir et tout. Souvent, c'était des femmes en plus, donc on n'avait pas forcément la même perception. Bon, après, j'étais souvent en binôme avec un caméraman. Mais voilà, j'étais souvent seul, donc je devais me débrouiller. Et ça a été un moment, moment formidable qui a duré pendant un peu plus de 7 ans au magazine jusqu'en juin 2021 où j'ai décidé de quitter. Alors on va stopper là sur ton parcours parce que ça fait 45 minutes déjà à peu près qu'on enregistre. Trop long, le c'est 10 podcast fois s'appelle trop. Parlons livre photo. Je crois qu'on n'a pas encore prononcé une fois le mot livre. C'est vrai. Il est temps. Donc tu rencontres le photographe Fred Marie qui était déjà passé dans le podcast. Oui. Vous allez voir les anciens épisodes pour les auditeurs. Et vous faites ensemble 2 livres, dont le dernier Légionnaire. Alors oui, on fait ensemble 2 livres, on crée un magazine tous les deux quand je quitte l'armée et en parallèle en fait on fait un premier livre photo qui s'appelle Para, donc sur les parachutistes, et fort de cette collaboration et de ce premier livre qui marche plutôt bien, on se dit on a fait les paras, maintenant on va faire les légionnaires, et donc le livre photo Légionnaire qui est pareil, qui est un opus un petit peu du même acabit, qui suit les légionnaires depuis leur recrutement initial, depuis tout petit dans la Légion, jusque sur les opérations extérieures à droite et à gauche dans le monde quand j'ai pu les suivre, quoi. Ce podcast est plein de bruitages sonores, alors ce n'est pas voulu. La plomberie de l'immeuble a été refaite hier et j'imagine que les tuyaux sont en train de se remplir au fur et à mesure que les copropriétaires tirent de l'eau. Ça n'a pas que des avantages de faire des podcasts à domicile. Un jour, on aura un studio. Pour revenir au livre, et puis ça m'a permis aussi de découvrir cet univers du livre qui était encore un petit peu différent de celui que je connaissais du magazine, que ce soit à l'armée ou après, où là il y a une sélection photo drastique, et surtout, je pense que tous tes invités en parlent. Enfin, un livre photo, comme son nom l'indique, c'est bien de l'image, c'est bien la priorité. Et quand on ouvre aujourd'hui, quand on achète un objet comme un livre photo qui a une certaine valeur, on s'attend certes à trouver un sujet qui nous intéresse, mais à trouver des images qui soient belles, qui soient percutantes. Et moi, j'ai découvert cette pression de la sélection photo sur un livre. C'est stratosphérique comme travail en amont, mais c'est aussi hyper intéressant et c'est ultra exigeant, et il faut beaucoup d'humilité pour faire un livre. Plus de pression que pour la sortie d'un numéro de Terre Magazine. Ah ouais, plus de pression, parce que en fait le numéro alors même si je me mettais la pression, mais je sais pas si c'est par rapport au premier numéro, mais pour la suite, parce que j'en ai vécu quand même des dizaines et des dizaines de sorties de magazines, mais c'est que le livre photo, on se dit que l'objet ensuite il va rester. Un magazine, même si on fait une coquille, même si on a un reportage qui est moins bien, une photo qui est un peu moins bonne que d'habitude, le mois d'après c'est passé. Et puis ça va tomber dans l'oubli. Peut-être un jour un mec qui va l'ouvrir, qui va dire ouais, en fait Drahi il fait des trucs un peu nazes. Mais voilà, il y en aura un, peut-être 2, j'espère, pas plus. Mais le livre il va rester. Lui il est là, et il est là pour longtemps, et il est dans la bibliothèque chez les gens. Ils vont l'ouvrir, ils vont l'avoir en main, et donc ils vont, en plus s'ils l'ont acheté, ils vont prendre du temps pour le regarder, donc on peut pas se louper, quoi. Alors je parle même pas des coquilles de texte, hein, parce que alors là, si le bouquin est imprimé, qu'il y a une faute et tout, c'est foutu. Et là, de manière très triviale, pour passer pour des cons, alors là on est au top. Mais dans les images, en fait, voilà, moi
Je me mets toujours c'est ma phrase favorite, hein, celui qui se refuse à être meilleur cesse déjà d'être bon. Et il faut vouloir toujours faire mieux. Et sur le bouquin, c'est constamment la pression là-dessus. Et on peut pas, par respect de toute façon déjà pour les gens, pour son travail, mais pour les gens qui vont acheter le livre. Pour moi, c'est ultra important. Je me fais plaisir en faisant un livre, hein. Attention, c'est beaucoup de pression, mais je me fais énormément plaisir. Mais moi, je pense avant tout à ceux qui vont l'avoir. C'est ma priorité. Comment vous vous êtes dit on va faire un livre? Pourquoi? Pour garder une trace. Autre qu'une partie purement magazine. Et puis, il y avait aussi un autre truc, je pense qu'il y avait c'est un peu de l'ego. Dans ma vie, moi, de photographe, de journaliste, je suis passé par toutes les étapes, photographe, rédacteur, journaliste, directeur de publication, euh, et je pense que dans la vie d'un photographe, le bouquin, c'est important. Un moment ou un autre, je sais pas si c'est l'étape ultime, parce qu'après il peut y avoir plein de bouquins, mais pour moi, ouais, c'est le level sup, quoi. C'est celui qu'il faut, enfin en tout cas sur lequel il faut tendre à un moment ou à un autre. Je pense que pour la plupart des gens que je connais en photo, ils ont quand même tous cette idée dans un coin de la tête. Tous le font pas, mais à un moment ou à un autre, je pense qu'on l'a tous dans un coin de la tête en disant allez, j'aimerais bien faire un livre. Mais entre l'idée et le faire, et puis quand on commence à mettre le nez dedans, il y a quand même il y a des étapes à franchir qui sont compliquées, mais qui sont hyper valorisantes. Un livre photo, il fallait que je le fasse à un moment ou à un autre, il fallait qu'on le fasse à un moment ou à un autre. On avait la volonté, on avait fait un premier livre, on savait comment faire, on avait les images. On pensait que le sujet était intéressant, la Légion étrangère, les légionnaires plus précisément. On avait à peu près toutes les cases qui étaient cochées pour se dire ok, on fait le bouquin, quoi. Alors Fred Marie en parle très bien dans son interview. On suit un jeune soldat qui vient de s'engager, en l'occurrence c'est ton fils, je crois. Oui, tout à fait, ouais. Et dans Légionnaire, il y a une trame. Alors la trame, la première partie, c'était Fred qui suivait le recrutement initial. Donc c'est pareil. Alors là, il n'a pas fait focus sur une seule personne, mais sur une section qui est de l'ordre d'une trentaine de gars, et donc qui rentrent à Castelnaudary, qui s'engagent dans la Légion étrangère et qui font leurs 4 mois de formation jusqu'à ce qu'on appelle la marche au képi, donc où ils vont avoir leur fameux képi blanc, et ensuite ils vont être mutés dans les différents régiments de la Légion étrangère. Et ensuite, la deuxième partie sur laquelle on a travaillé tous les deux, c'est la partie entraînement, la partie rayonnement de la Légion étrangère, et puis les opérations extérieures, où là, on a travaillé principalement avec mon fond photo, puisque sur les 20 ans de magazine, la Légion étrangère, je l'avais vue à de très nombreuses reprises, que ça soit en Afrique, en Guyane, à Haïti, dans les Balkans, voilà, en Afghanistan aussi. Donc on a travaillé là-dessus. Tu en as fait une petite allusion très rapide en début d'interview. On se connaît, on est en train de monter une société de production de podcasts et de livres photos. Ceux qui s'y intéressent, je vous invite à aller voir sur le site de Audio Pictura, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Et tu as quasiment stoppé la photo aujourd'hui. Alors, la photo, ça restera toujours dans un coin, et mes batteries sont toujours chargées sur mon boîtier, donc c'est pas un souci. Au quotidien, j'ai stoppé la photo entre guillemets professionnelle, parce que je me consacre et je passe beaucoup de temps effectivement à notre petite affaire de tous les deux, à Audio Pictura. Et oui, allez voir la page. Donc, et puis parce que là j'ai touché d'autres médiums qui étaient notamment celui du podcast, et moi qui maintenant m'intéresse énormément, mais la passion de la photo, elle restera là. Je vais voir des expos, je continue à m'intéresser à ce qui se passe, et je fais toujours autant de photos avec mon iPhone.
Il n'y a pas une journée où je fais pas au moins une photo. Donc il y a pas, de toute façon, j'ai toujours ce réflexe. Je regarde toujours autour de moi quand je me balade, je lève la tête, je vois des scènes et si j'ai pas mon boîtier avec moi, ce que je faisais tout le temps avant, j'ai mon appareil photo, j'ai mon iPhone et je fais une image. Donc je fais plus autant de photos qu'avant et c'est pas ma fonction. C'est pas ma fonction principale aujourd'hui. On vient de monter une entreprise, il faut être focus sur d'autres choses, mais la photo, ça me lâchera pas. Enfin, moi, j'ai 53 ans, j'ai touché un boîtier, j'en avais 7. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais maintenant. Et travailler sur des projets ou sur le terrain, comme partir en Afghanistan, tout ça, ça te manque pas? Si, évidemment, le terrain me manque. J'en parlais encore hier parce que je donne des cours à l'école de journalisme de Nice, que je salue d'ailleurs, et je donne des cours à des étudiants. Et on parlait des reportages et oui, je leur disais oui, ça me manque de partir sur le terrain, mais j'y retournerai. Et puis de toute façon, avec Audio Pictura, on aura l'occasion de faire des images et donc je suis pas du tout désespéré et je suis pas du tout inquiet. Je continuerai à faire des photos moins qu'avant, donc j'essaierai de les faire encore mieux, mais je travaille aussi sur d'autres supports qui m'intéressent. Moi, je touche à plein de choses. Tout ce qui se passe autour de moi m'intéresse de toute façon en général. Alors, on va pas parler des livres qui sont programmés pour des clients, mais est-ce qu'il y aura un autre livre de Jean-Raphaël Drahi, un livre perso? Alors ça, on me tanne depuis la nuit des temps, en tout cas depuis quand même pas mal de temps parce que j'ai eu effectivement la chance de beaucoup partir, notamment quand j'étais au CIRPATER. J'ai eu la chance de suivre la mise en place de toutes les opérations des armées pendant 20 ans. Donc j'étais là depuis le tout début, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, à Haïti, au Mali. Vraiment, j'étais avec les premiers. Donc il y a des choses à raconter, il y a des images à montrer. Et je le ferai un jour. Ça va être le truc quand je serai vieux. Mais oui, je pense que Donc dans 7 ans. Sincèrement, j'aimerais le faire en plus parce que j'aimerais poser, ne serait-ce que pour mes enfants en fait, qu'ils aient un petit peu ce témoignage de ces, notamment de ces 20 ans au CIRPATER qui sont des moments quand même importants dans ma vie, qui sont des moments extrêmement forts, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui et pourquoi on est chacun de l'autre côté du micro, qu'on monte quelque chose ensemble, que j'ai sorti 2 livres photos, donc peut-être c'est important aussi de laisser cette trace-là et d'en parler. Je le ferai, mais comme pour tout le reste, je veux le faire bien, donc ça prendra du temps. Donc le podcast s'appelle Parlons livre photo. Depuis quelques épisodes, j'ai une question récurrente. C'est une question piège encore, comme la première? Moi, tes 3 endroits préférés à Nice. Ah non, là, je me trompe de podcast, pardon. Alors, ces questions-là, c'est le podcast Rendez-vous sur la prom. T'as vu comment je viens de glisser une petite pub pour notre c'est podcast? bien joué parce qu'on fait aussi Rendez-vous sur la prom. Mais cette fois-ci, c'est moi qui pose des questions la plupart du temps. Non, là, la question récurrente, c'est donne-moi 2 livres photos que l'on trouve dans ta bibliothèque. The American. Auteur. Oh putain. James. Non, c'est pas lui. Non. Un autre. Comment il s'appelle? Attends, celle-là, on va la refaire parce que The American, en plus, c'est une de mes références. Non, je vais t'en faire. Alors 2 livres photos. Alors, je crois que Souffle, le Bénin vu du ciel, par Julien Gérard. Alors, Mais tu as vu comment je glisse une pub pour mon livre? Alors, bien évidemment, j'ai le Bénin vu du ciel de Julien Gérard, mais je l'ai en 3 exemplaires, je crois. Non, 2 livres photos. Alors, je crois que le titre, c'est Family, mais je suis pas certain. C'est Darcy Pandila, qui est une photographe absolument incroyable. Moi, je suis dingue depuis très longtemps. Alors c'est pas très joyeux comme bouquin. Elle a suivi une famille assez pauvre américaine dans ses pérégrinations
pour trouver du travail, survivre, et ça va jusqu'à la maladie et la mort de la maman, avec le père et les enfants autour. Et moi, j'ai toujours été fou de son travail. C'est d'une finesse absolument incroyable, et j'étais toujours très impressionné sur comment arriver à ce degré d'intimité photographique. Alors, il y a passé énormément de temps, bien évidemment, mais voilà, j'ai toujours été scotché à chaque fois que j'ouvre le bouquin. Et puis le deuxième bouquin dont je rêvais depuis tellement d'années, et que j'ai eu quand j'ai quitté le Cirpater. Ça a été un de mes cadeaux de départ. J'en ai eu plein. Ils étaient super tous. Ça s'appelle L'Enfer. C'est James Natchway. Alors Natchway, pour moi, c'est le plus grand photographe du monde de tous les temps et de l'univers. Pour moi, hein, ça n'est qu'une opinion tout à fait personnelle. Et L'Enfer, c'est un bouquin qui est édité chez Phaidon. C'est un pavé, il faut une remorque pour le transporter. Et c'est une partie du travail de Natchway sur des zones de conflit. Alors c'est pas un bouquin joyeux non plus, hein. On ressort pas amoureux de la vie, et on n'a pas confiance en l'être humain. C'est très très dur, mais Natchway, quand on connaît un peu ses images, enfin c'est juste bluffant. Tout est le cadrage est au millimètre. Il est toujours au bon moment, au bon endroit. Voilà, je sais pas quoi dire sur Natchway, à part que pour moi, voilà, c'est le plus grand. Je mettrai les références des livres dans les notes de l'épisode. Dernière question, avant-dernière. Un photographe à recommander pour un prochain épisode? Est-ce que je te dis Pascal Ségrette? Ah mais j'aimerais bien, je lui ai déjà demandé, mais alors lui, je lui ai demandé plusieurs fois, il me dit qu'il ne saura pas quoi dire, et puis après il parle de son travail et ça dure 1h30. Alors, Arnaud Rouanet. Arnaud Rouanet. Alors Arnaud Rouanet, c'était le meilleur d'entre nous. C'est toujours le meilleur d'entre nous. C'est un ex-photographe des armées qui lui se dit plutôt photographe que militaire. Il y a été très longtemps. Et Arnaud, mais c'était un excellent militaire. Il a commencé une carrière militaire. Il a basculé aussi à la photo. C'est pas grave. C'est pas grave. Et Arnaud Rouanet a quitté l'institution il y a quelques années. C'était le chef des photographes de l'ECPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Donc, il est l'organisme qui, lui, gère les images, les fonds photos, mais en même temps a des équipes de reporters pour toutes les armées. Et Arnaud est un très très grand photographe. Il a une carrière incroyable. Il a travaillé notamment pendant de nombreuses années à l'Élysée. Il était photographe du président de la République, un des photographes du président de la République. Quel président? Il en a fait au moins 2 ou 3, donc je peux plus dire lesquels. Est-ce qu'il a fait Chirac? Oui, il a fait Chirac, ça c'est sûr. Donc est-ce que derrière il a fait Sarko? À voir, faudra voir avec lui, mais c'est un type incroyable. Alors c'est un passionné de photos, un vrai passionné de photos, qui a une culture photographique qui est incroyable, et qui aujourd'hui est parti, qui vit maintenant à Laval, et qui a des projets photographiques dans tous les sens. Il expose, il a fait plusieurs travaux photographiques en livre, et il est cette année, enfin en 2023, il avait 3 résidences photos dans la région. Et il a une manière de parler de la photo qui est magnifique. Moi, j'aime beaucoup Arnaud Rouanet, et je suis admiratif, et ça a toujours pour moi été dans les armées, c'était vraiment un des meilleurs photographes. Alors c'est super parce qu'en off tu m'avais aussi conseillé Édouard Elias. Donc là, c'est moi qui me le conseille à moi-même parce que j'aimerais beaucoup l'avoir. Oui, c'est vrai que j'étais resté sur le domaine des gens que je connaissais dans l'armée, mais Édouard, qui est un ami, Édouard Elias et Arnaud s'entendent bien là-dessus. C'est des gens qui ont une culture photo. Ce sont pas uniquement des photographes et qui font leurs images et qui s'intéressent pas à ce qui se passe autour d'eux. Je parle en termes de photographie. Édouard,
si tu lui poses une question sur l'histoire de la photographie, ton podcast il va faire 3 heures et il va t'en parler avec passion. Et c'est Je vais concurrencer Génération do it yourself. Alors, mais Édouard, évidemment, c'est un type qu'il faut interviewer. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi passionné, qui aime tant parler pas de lui, mais de sa passion et de la photographie. Il faut effectivement. J'avais vu une de ses interviews devant sa bibliothèque. Je pense pouvoir le coller quand je vais lui demander quels sont ses 2 livres préférés. Ouais, là, ça risque d'être chaud. Ouais, ça risque d'être très chaud. Un mot pour conclure cet épisode. J'ai été long. Non, ça fait oui, plein de mots. c'est une des premières fois où je fais un épisode avec une seule question. Non, un mot. Non, si vous faites de la photo, faites un livre un jour parce que c'est un super exercice. Et puis si vous faites pas de photo et que vous aimez juste de la photo, achetez des livres photo. Ouais, on vous mettra quelques références à acheter dans les notes de l'épisode. Voilà. Pour finir, où est-ce que l'on peut voir tes photos ? Tu nous parlais d'Instagram. Ouais, je suis principalement sur Instagram. Je suis nul en réseaux sociaux. Il faut que je me bouge. Et puis, je vais faire un site. Donc, non, faut taper mon nom et puis il y aura des images. Mais oui, sur Insta, sinon. C'est quoi ton pseudo sur Insta ? Ça doit être JR Drahi. C'est très original. Je le mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Il y avait plus petit ourson. Voilà. Donc, j'ai pris JR. Si on se dépêche, il y aura aussi une page pour le livre légionnaire. Voilà, il faut qu'on fasse ça. Livrelégionnaire.com. C'est Voilà. bien trouvé. C'est bien trouvé. Merci, Julien. Merci pour les auditeurs qui n'ont pas encore coupé cet épisode, qui sont Bravo. encore là à nous écouter. Et si vous avez aimé, comme d'hab, 5 étoiles sur Apple Podcast, pas moins. Sinon, ça sert à rien d'en mettre. Et un commentaire positif, sinon ça sert à rien non plus. Les choses sont claires. Au revoir tout le monde, au revoir Jean-Raph. Salut Julien, merci. Retrouvez tous les liens et les infos de cette interview dans les notes de l'épisode. Vous aimez ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ce podcast est produit par Audio Pictura.